Comme vient de le dire Chloé Vidal, nous sommes réunis à l'occasion de ce projet d'une école de la résilience qui est le fruit d'échanges répétés entre acteurs scientifiques et alors possibles acteurs politiques de la ville de Lyon en 2020 et d'un travail qui a réuni une communauté d'acteurs à partir de 2022 et plus intensément et plus diversement depuis 2024. Alors, ensemble, nous avons dessiné ces contours avec des travaux en résidence thématique et ensemble, nous œuvrons à la réalisation d'une première programmation qui entremêle des formats de recherche et de formation transdisciplinaire, de la médiation et des événements disséminés en plusieurs lieux à Lyon et ceci dès septembre. La communauté d'acteurs pluriels qui est au travail, parce qu'il s'agit bien de travail, autour de la volonté de faire école, en expérimentant, cherchant, testant, réfléchissant, apprenant pour faire face au changement global, a plusieurs certitudes. Ce qui, en ces temps altérés, est un peu fou, je vous l'accorde. Que notre maison brûle et que nous ne voulons pas regarder ailleurs, que la science est un socle indispensable aux côtés de la créativité sociale, politique, culturelle et technique, et enfin que l'implication des habitants que nous sommes toutes et tous est incontournable et source d'inventivité. Parallèlement, nous naviguons collectivement en eau trouble, alors considérons cette programmation qui arrive comme une tentative expérimentale de ce qu'elle pourrait être de manière pérenne, comme la démonstration d'une possible école à la fois scientifique et culturelle, multiformat, dans une optique citoyenne, éducative et festive. Et pour alimenter notre réflexion, j'ai le plaisir de recevoir ce soir deux personnalités scientifiques en éveil sur le monde et ses transformations. Le naturaliste Benjamin Allegrini, bonsoir. Et le sociologue Bernard Lahire, bonsoir. Nous parlerons de ce que la science révèle, des traces invisibles, du social humain dans le continuum du vivant, des récits que nous construisons autour du réel, et tout autant, de manière renouvelée, de faire école au travers de l'école des vivants que vous avez cofondé, Benjamin Allegrini avec Alain Damasio, et d'un institut de sciences sociales du vivant que Bernard Lahire vous appelait de vos voeux. Ma première question est pour vous, Benjamin Allegrini. Vous êtes, donc je le disais, naturaliste. Vous explorez la faune et la flore en divers lieux du monde. Et aujourd'hui, vous dirigez un écosystème de société spécialisé en écologie, dont un laboratoire pionnier de l'ADN environnemental. Vous avez publié cette année un premier ouvrage qui est sur la table de la librairie L'Œil Cacodélac, que je vous remercie d'être venu ce soir. Un livre au lien qui libère qui s'appelle L'ADN fantôme, quand l'invisible laisse des traces. Vous écrivez un souffle, une écaille, un fragment de peau, tout s'accroche. Ces traces invisibles, des millions de molécules, des fragments de gènes, sont laissés par chaque être vivant comme une extension d'eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet intrigant ADN fantôme ? Oui, c'est un peu ça qui était surprenant pour moi, qui avait été habitué à observer les êtres vivants avec des méthodes assez traditionnelles, une paire de jumelles par exemple, ou une loupe ou un filet à papillons. C'est que grâce à l'ADN environnemental, on est capable de voir toutes les traces que laissent les êtres vivants qui ne nous étaient pas accessibles jusqu'à présent. C'était totalement invisible. Et donc ce qu'on s'aperçoit quand on fait un prélèvement d'eau par exemple, c'est qu'on observe des millions de molécules d'ADN. Par litre d'eau, on peut monter jusqu'à plus de 25-28 millions de molécules d'ADN sur l'ensemble des êtres vivants. Donc c'est un changement de perspective, c'est une autre façon d'observer le vivant. Tout un vivant qui nous était totalement inaccessible jusqu'à présent et qu'on va pouvoir observer. Et donc ce qui était aussi intéressant de noter, c'est que ces êtres vivants-là, ils vont laisser des traces un petit peu partout, comme le font d'autres êtres vivants, comme les mammifères, qui vont laisser des excréments, qui vont uriner pour marquer leur territoire. Et là, n'importe quel être vivant va faire ça à sa manière, sans qu'on puisse s'en rendre compte, et sans qu'on s'en rende compte jusqu'à présent. Donc c'est un peu ça qui est présenté, et c'est en ça qu'il y a une révolution aussi scientifique, à la fois parce que ça permet d'identifier qui a laissé toutes ces traces, mais aussi parce que ça permet de modéliser et de montrer des interactions qu'on n'avait pas imaginées jusqu'à présent entre une bactérie et une plante et un pollinisateur par exemple.
Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus pour qu'on soit bien au clair sur cette question des vivants parmi lesquels nous sommes et des traces laissées? Alors nous, on laisse pas mal de traces de type déchets, par exemple, mais je pense qu'il ne s'agit pas que de ces traces-là. Ce qu'il peut y avoir de ce que ça nous apprend sur le passé, sur le présent, et peut-être ce qui peut nous permettre d'envisager un futur, des perspectives, un horizon, peut-être. Il y a déjà une première chose à avoir en tête, c'est que plus de 90% des êtres vivants sur la planète font moins de 5 mm. Donc globalement, ce qu'on observe et ce qu'on voit autour de nous, c'est qu'une toute petite fraction du vivant. Donc notre manière de le regarder, notre manière de l'habiter aussi, est vachement conditionnée par ça. Et donc quand on en prend conscience, on change totalement de regard et on observe des interactions qu'on n'avait pas du tout imaginées. J'ai dit tout à l'heure, juste en introduction à dessein, le lien qu'il peut y avoir entre une bactérie, une plante et une abeille. Vous avez tous déjà vu des orchidées. Il y a certaines abeilles qui sont attirées par ces orchidées et on a souvent imaginé que c'était la forme, la couleur de la plante qui attirait ces pollinisateurs. Il y a même certaines familles d'orchidées, comme les ophrys, qui imitent à la perfection les bourdons, les abeilles. Et donc, pendant très longtemps, les naturalistes ont imaginé que c'était ça. C'était un appel visuel aux pollinisateurs à venir, une espèce de séduction qui s'opère comme ça. Et ce qui a été montré très récemment, c'est qu'au milieu de tout ça, dans cette petite histoire, dans cette affaire, il y a un organisme, un être vivant qu'on n'avait pas vu, c'était une bactérie. Et en fait, c'est une bactérie qui est sur les orchidées, qui va émettre un certain nombre de phéromones, d'odeurs, qui vont attirer les abeilles. Et donc, la clé du mutualisme, c'était un autre être vivant. Donc c'est intéressant, parce que tout ça, finalement, depuis le XVIe siècle, qu'existent les sciences naturelles, on ne pouvait pas l'imaginer, on ne pouvait pas le percevoir, et donc on était en incapacité d'imaginer ce scénario-là. Donc c'est intéressant de se le projeter. Je pense que Bernard, tu pourras peut-être rebondir là-dessus aussi, mais on peut imaginer qu'il y a d'autres êtres vivants qui sont influencés aussi par des bactéries. Peut-être que quand on rencontre quelqu'un, il y a peut-être des petites bactéries qui sont en train de nous siffler à l'oreille que tiens, lui il est sympa, lui il est pas sympa, lui il me plaît ou il me plaît pas. Donc finalement, l'ADN environnemental est en ça vachement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va nous montrer tout un tas d'interactions, de mécanismes auxquels on ne pouvait pas prétendre jusqu'à présent, parce que nos sens d'être humain, d'homo sapiens, nous les rendaient pas du tout accessibles. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de... Il y a un moment, il y a tout un passage sur la question des pipistrelles, hein, et de voir qu'elles ont notamment... le sens, en tout cas très très développé de la question sonore, et donc elles habitent le territoire aussi avec des questions sonores, bien plus qu'on ne le saurait faire nous. Donc là il ne s'agit pas de bactéries, ou alors je me trompe, mais c'est une autre manière d'habiter le monde et de percevoir le monde. Ouais, je commence comme ça en racontant mon expérience personnelle, puisque j'ai démarré en observant les oiseaux, puis assez rapidement je me suis spécialisé sur les chauves-souris. Quand on veut étudier les chauves-souris, à l'origine on les capturait avec des filets. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte qu'elles émettaient des cris d'écholocation, et surtout que chaque cri d'écholocation était spécifique. Donc, on a parlé des pipistrelles, mais on pouvait déterminer, grâce aux cris d'écholocation, quelle espèce était autour de nous. Et donc là, c'était pas l'invisible, mais c'était l'inaudible, puisque si vous circulez, même dans Lyon, il y a plein d'espèces de chauves-souris, vous les entendez pas, vous les entendez très difficilement. Donc il vous faut un petit appareil qui vous permet de les rendre audibles, et là vous vous rendez compte qu'elles sont un petit peu partout. Ça vous permet de savoir si elles sont en train de chasser ou qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Et donc c'est tout un univers acoustique qui là aussi nous est totalement inaccessible. Donc c'est intéressant de se projeter dans cet univers-là. Quel est son Umwelt, quel est son univers, quel est son monde à elle, ses percepts, ses affects, au travers des sens qu'elle a développés, et en l'occurrence des cris d'écholocation. Et donc le parallèle que je fais, il est aussi avec le monde moléculaire, un monde moléculaire qu'on ne voit pas et qui est un petit peu partout. Je donne cet exemple, une étude qui a été menée en Australie, et où dans les toiles d'araignée, on a été capable de retrouver tout un tas de molécules d'ADN, et notamment des mammifères qui sont présents dans le secteur. Donc on a trouvé des traces d'éléphants, puisqu'il y avait un zoo pas très loin dans lequel ça a été expérimenté. Donc le fameux éléphant qui se balade dans une toile d'araignée existe vraiment. En tout cas, les araignées en ont peut-être conscience, on ne sait pas, mais on peut le percevoir comme ça. Donc il y a cet univers sensoriel-là, c'est ça que je voulais exprimer, qui est très différent et qui permet d'essayer de se projeter et de s'imaginer à la place d'autres êtres vivants.
Je vous remercie. Bernard Lahire, vous êtes sociologue, directeur de recherche CNRS. Et après avoir été professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon, vous êtes un auteur très prolixe. Hein, donc je cite le premier ouvrage, j'espère que je ne me trompe pas, L'homme pluriel, chez Nathan en 98. Et puis les deux derniers, j'ai dû me tromper. Je me suis trompé. Mince. Zut. Et les deux derniers publiés à la Découverte, là je ne crois pas que je me trompe, Les structures fondamentales des sociétés humaines en 23 et Vers une science sociale du vivant qui vient de sortir et qui est aussi sur la table de l'œil cacodilate. Et donc, juste une première question, vous dites dans votre ouvrage que les propriétés biologiques de Sapiens, donc nous, je ne me trompe pas, ont eu des conséquences sociales. Non, mais je finis par douter avec l'histoire des bactéries. Et ou alors on est tous des bactériens. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces propriétés biologiques de Sapiens, qui ont eu évidemment des conséquences sociales? Alors, il y a des tonnes de propriétés biologiques propres à Sapiens, mais enfin, propres. C'est la combinaison de toutes ces propriétés qui sont propres à Sapiens. On partage de nombreuses propriétés avec d'autres espèces. On est des mammifères comme les autres. On est des primates comme d'autres primates. Voilà. Bon, donc c'est compliqué de trouver un propre de l'homme déjà. Hein. C'est très compliqué. Et à chaque fois qu'on a essayé de trouver un point qui était vraiment propre à l'homme, on s'est trompé. Voilà. Grosso modo, par exemple, on a dit c'est l'outil. Hein, Homo faber, nous on fabrique, on a des outils, etc. C'est tombé, là il n'y a pas une semaine qui passe où on n'a pas découvert une autre espèce qui non seulement utilise des outils, mais les fabrique parfois. Alors évidemment, les gens, et je pense qu'il y a des gens dans la salle qui doivent se dire oui, mais enfin nous on a des téléphones portables, des micro-ondes. Mais vous avez un exemple là pour un autre vivant qui fabrique un outil? Alors ça peut être très modeste. Par exemple, il y a des oiseaux macareux qui utilisent des petits morceaux de bois pour se gratter, parce qu'ils ont des parasites. Vous allez me dire, c'est pas terrible comme niveau d'artefact, sauf que quand vous avez des parasites, franchement, voilà, il y a une inventivité, ils vont chercher des petits morceaux de bois qui leur correspondent, ils n'ont pas de bras. Donc Homo faber, on disait la main libérée, ça a rendu... Oui, c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses, mais le bec peut tout à fait suffire. Donc eux, ils utilisent ça. Les corbeaux, par exemple, alors les corvidés en général, chouca, corneille, corbeau, etc., sont d'une intelligence assez rare. Alors, dans le monde des oiseaux, c'est sans doute ceux qui arrivent à trouver des solutions à des choses improbables. Ils fabriquent des outils. Ils vont chercher des morceaux de métal liés à l'industrie humaine, hein. Évidemment. Ils n'ont pas extrait le métal, hein, on est d'accord. Mais ils prennent ça, ils les tordent pour faire des crochets, et ils vont chercher de la nourriture qui ne leur sont pas accessibles. Donc, voilà, des choses comme ça. Mais évidemment, chez les chimpanzés, c'est des techniques pour casser des fruits à coque. C'est des brindilles, alors qui... là aussi, c'est fabriqué, parce qu'ils vont chercher des petites brindilles dans des arbres. Ils commencent à les mâchouiller, voilà, pour faire une sorte de plumeau. Et parce que c'est beaucoup plus facile d'aller à la pêche des termites. Voilà, parce qu'ils adorent les termites. Essayez peut-être. C'est pas un conseil forcément, mais en tout cas, ils adorent ça et ils ont trouvé des techniques qui permettent ça. Et on sait par observation que ça se transmet, qu'il faut quand même longtemps, il faut une dizaine d'années. Donc ça paraît simple comme chose, mais dans ces espèces, ça prend beaucoup de temps d'apprentissage social, d'observation. En plus, les chimpanzés qu'on dit très imitateurs, etc., en fait, ils sont moins imitateurs que les humains. Donc les enfants sont un peu des mauvais élèves, ils regardent pas toujours et tout, donc ça prend beaucoup plus de temps que chez les humains, où les petits humains, ils sont toujours en train de chercher les yeux des adultes autour d'eux, etc. Donc c'est quelque chose de très, très particulier à l'homme. Alors là, par exemple, on tient quelque chose qui est propre à l'homme. Cette capacité, c'est un grand psychologue et primatologue qui a travaillé sur ces questions-là, sur la capacité d'action et d'attention conjointe. On est capable, dans l'humanité, de regarder
quelqu'un en train de faire quelque chose et de regarder là où ses yeux regardent, etc. Avec les bébés, c'est tout le temps comme ça, et les parents se disent « Ah, il a trouvé la solution », et en fait, c'est les parents qui les donnent parce qu'ils regardent l'endroit où il faut agir, etc. Mais ils se rendent pas compte que les enfants voient où regarde le père, la mère, ou le grand frère, la grande sœur, peu importe. Et donc, voilà, on a là une propriété, par exemple. Mais dans les grandes propriétés de l'humain, qui sont vraiment spécifiques à l'humain, Homo sapiens, il y a ce qu'on appelle, par exemple, l'altricialité secondaire. Et l'altricialité secondaire, c'est une grande propriété qui nous embête quand même pas mal. Ça veut dire qu'on a des enfants qui sont très, très vulnérables et qui sont très dépendants de leurs parents pendant très, très longtemps. Ils naissent trop tôt. Ils naissent trop tôt. Voilà. Il y a un dilemme obstétrique. Il y a une encéphalisation dans la lignée des primates, c'est-à-dire des cerveaux de plus en plus gros. Or, parallèlement, il y a de la bipédie, ce qui a tendance à rétrécir les bassins. Donc, les femmes ont des bassins étroits et elles ont des bébés qui ont des têtes de plus en plus grosses, dans l'histoire évolutive. Du coup, il y a un compromis évolutif qui s'est fait. Si on attend vraiment qu'il soit terminé physiologiquement, il passe plus. Donc fin de l'espèce et on passe à autre chose. Donc il y a eu un compromis. Ça, on explose, non? Parce que j'imagine. Hein, oui, par ailleurs. Parce que si on doit attendre l'autonomie des enfants. Par ailleurs, il y a une autre hypothèse. Il y a une autre hypothèse. 2-3 ans. Enfin, vous voyez, bien sûr. Ah non, mais il faudrait attendre environ 2 ans. Oui, c'est ça. Pour qu'on soit aussi en état que beaucoup d'autres primates, mammifères. Bon. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On est prématuré. On est prématuré, complètement vulnérable. On n'a aucun tonus musculaire. Et ça, c'est une spécificité de notre. Oui. Alors espèce. C'est un continuum. On a des espèces à progéniture extrêmement précoce, qui ne voient même pas leurs parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun guidage par les parents, aucun apprentissage social, rien du tout. Les petites tortues de mer, ils ne connaissent pas leur mère, leur père. Le père, il est parti depuis longtemps. La mère, elle les a mis dans un trou dans le sable, elle recouvre, elle s'en va, et ils naissent tout seuls. Voilà. Et ils essayent d'aller vers la mer parce qu'ils se font manger par des oiseaux qui attendent le bon repas. Et des crabes, j'ai vu des documentaires. Et les crabes aussi, oui. Le danger est d'en haut, d'en bas, enfin bon, partout. Sauf qu'elles en produisent suffisamment pour que l'espèce puisse continuer à se reproduire. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles produisent beaucoup de progéniture. Et nous, on en produit très très peu. Donc on est à la fois vulnérable et en plus on a très peu d'enfants. Donc on était une espèce très très mal barrée. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, ça a forcé plein de choses en termes de structuration des sociétés, notamment en termes de solidarité, d'entraide, de coopération pour élever les enfants. Il y a un proverbe qui est souvent dit par des paléoanthropologues et anthropologues. En Afrique, on dit il faut tout un village pour élever un enfant. Alors comme ça, les gens répètent ça, ils ne se rendent pas compte. Mais en fait, on a besoin de ça. Mais même nous, on n'arrête pas de faire ça. Simplement, ça s'appelle la crèche, ça s'appelle les nourrices, ça s'appelle la voisine qui veut bien les garder un quart d'heure pendant qu'on a autre chose à faire, ou un grand frère, une grande sœur qui peuvent s'en occuper, et ainsi de suite. Donc ça a amené de la solidarité autour de l'enfant, et ça a amené aussi quelque chose qui est plutôt la face, on va dire, sombre de l'affaire, c'est que nous sommes habitués universellement, c'est pas variable selon la société, la culture donnée, etc. Nous sommes habitués à être dans un rapport de dépendance, qui est un rapport de domination. Les parents dominent les enfants. Et on le sait par tous les abus qui existent. Il n'y a jamais des parents qui se plaignent. Mon enfant, à la naissance, a eu un acte violent à mon égard. Je dis ça plaisamment, mais parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais ce n'est pas un rapport de domination entre les parents et les enfants, puisque les parents se sacrifient, etc. » Oui, ils se sacrifient, évidemment. Il y a beaucoup de temps passé, il y a beaucoup d'altruisme, etc. Mais, en même temps, il n'empêche que l'écart entre ce petit être qui est né, qui non seulement est physiologiquement faible, ne peut pas se nourrir tout seul, ne peut pas se protéger tout seul, ne peut pas se réchauffer ou se refroidir tout seul, mais en plus, nous sommes dans des sociétés particulières, dans l'ensemble des sociétés animales, c'est que nous avons de la culture.
Et que plus il y a eu de la culture accumulée, plus l'écart entre celui qui naît et ceux qui sont déjà là, les adultes, est énorme. Donc ça accroît encore plus, dans l'histoire des sociétés humaines, la dépendance et la domination des adultes sur les jeunes. Ce qui va avoir des conséquences massives sur la structuration des sociétés, une forte base de gérontocratie dans toutes les premières formes de société, ça continue, le droit d'aînesse, les aînés dominent les cadets, etc. Même les rapports entre hommes et femmes vont se caler aussi par rapport à ça, où les femmes sont, comme disait Françoise Héritier, qui est anthropologue, traitées souvent comme des mineurs, comme des cadettes, même dans les cas où elles sont les aînées, elles sont encore les cadettes de leurs frères, en réalité cadets. Donc, et puis, c'est pas les seules choses, mais tout ça va diffuser. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que des propriétés tout à fait biologiques, l'électricité secondaire, c'est une propriété biologique propre à notre espèce. Nous sommes la moins précoce des espèces, la plus altricielle des espèces. On n'est pas les seuls à être altriciels. Hein. Les chimpanzés, par exemple, ils sont sevrés à l'âge de 4 ans. Sauf qu'à partir de l'âge de 4 ans, ils sont complètement autonomes. Si nous disions à nos enfants à 4 ans, c'est bon, je t'ai laissé un truc, la carte TCL, et puis tu vas te débrouiller, il ne va pas aller très très loin, en fait. Voilà. Alors que des chimpanzés sont beaucoup plus capables de ça. Donc nous avons des écarts considérables là-dedans. Une maturité sexuelle aussi très tardive par rapport à plein d'autres espèces. La plupart des espèces sur Terre, alors surtout les petites, les micro-espèces, voilà, elles se reproduisent au bout de quelques jours, parfois quelques heures. Nous, il nous faut au moins un temps de 12 ans, enfin, généralement plus. Oui, la puberté, quoi. Voilà, la puberté, mais c'est une maturité sexuelle tardive par rapport aux autres espèces. Hein. Ne me faites pas dire que je trouve que 12 ans, c'est quand même vieux pour avoir un enfant. C'est pas ce que je dis, mais ça suppose pour une espèce de prendre un risque considérable parce que pendant toutes ces années-là, il n'y a pas reproduction. Donc il faut arriver à rendre viable quelqu'un jusqu'à l'âge de sa maturité qui est très très tardive. Voilà, donc ça c'est des problèmes qui moi m'intéressent en tant que sociologue, mais qui ne peuvent pas se comprendre si on ne s'appuie pas sur une connaissance des propriétés biologiques d'Homo sapiens, mais aussi des autres espèces. Et alors justement, je me suis interrogée, j'ai essayé de chercher des territoires, des passerelles entre vos deux ouvrages, et il y a quelque chose qui m'est apparu, c'était cette question de faire territoire. Alors je ne sais pas si c'est une propriété de Sapiens, mais je me suis dit que c'était quand même le propre du vivant, des traces du vivant, cette question de la territorialité, cette question de l'espace. Parce qu'à chaque fois, de la bactérie ou du vivant le plus simple jusqu'aux vivants les plus complexes, comme notre espèce et d'autres, hein, je me suis interrogée sur cette question-là. Et à un moment, vous faites parler Benjamin Allegrini, Vinciane Després, qui parle de cette question de faire territoire. Et donc, j'aurais aimé qu'on parle un peu de ça, cette question de faire territoire, que ça soit, pour tous les vivants, notre espèce comprise. Oui, effectivement, je pense que tous les êtres vivants font territoire d'une manière ou d'une autre. Après, ils ne le font pas tous de la même manière. Un oiseau ne va pas faire territoire de la même manière qu'un mammifère. Et même au sein des oiseaux, par exemple, il y a des différences fondamentales de territoire et de manière de faire territoire. Homo sapiens, bon, on en parlera mieux que moi, Bernard, mais là aussi, il y a une construction qui se fait, je pense, depuis le XVIIe siècle à peu près, où on associe le territoire à la propriété privée. Bon, les êtres vivants, ils ne conçoivent pas le territoire non humain, en tout cas les êtres vivants non humains, de la même manière. C'est plutôt des lieux de cohabitation entre les différents êtres vivants. Et là, c'est pareil, nos outils, et c'est un peu là où je veux en venir, les outils, la manière dont on regarde, la science, la littérature, conditionnent notre manière aussi de regarder et d'interpréter ces territoires. Forcément, nos capacités, et j'en reviens à ce que je disais au départ, nos capacités auditives, visuelles, vont nous donner une image parfois un peu faussée de ces territoires-là et de la manière dont on a de les regarder, de les interpréter. Et donc au fil des années, on voit que cette question du territoire, elle évolue, elle change, on l'interprète aussi très différemment. Ce qu'on sait aussi sur la question du territoire, c'est qu'elle est, et ça c'est Vinciane qui le montre assez bien, mais c'est pas la seule, elle peut être genrée, c'est-à-dire que si on est un chercheur
masculin ou un chercheur féminin, on ne va pas regarder de la même manière ce territoire, on ne va pas interpréter les rapports de domination qui peuvent s'opérer entre les êtres vivants de la même manière, on ne va pas interpréter les signaux de la même manière. Donc on voit bien que nos techniques, nos technologies, nos protocoles nous disent quelque chose de ces territoires qui est dépendant des espèces, mais aussi dépendant du regard qu'on pose sur eux et sur la manière de regarder. Oui, alors c'est compliqué pour Homo sapiens parce qu'on est l'espèce sociale. Alors déjà, il faut dire, nous ne sommes pas les seuls êtres sociaux sur Terre. Ça, c'est la base parce que tous les chercheurs en sciences sociales l'ont oublié. Voilà. On part du principe que le social, c'est le social humain. C'est complètement faux. Mes collègues éthologues du comportement, biologistes, travaillent sur des sociétés animales non humaines. Voilà. Nous sommes des animaux sociaux, il y en a d'autres qui sont sociaux. On parle de société des bactéries parce qu'elles se mettent ensemble, elles se protègent ensemble en créant des biofilms, etc., pour lutter contre des bactériophages, etc. Donc les formes de socialité, évidemment, sont très différentes dans l'ensemble du vivant, mais il y a des formes de société un peu partout. Voilà. Et plus ou moins organisées. Vous connaissez sans doute les sociétés des abeilles communes, celles qui nous donnent du miel, c'est celles qu'on connaît le mieux parce qu'elles sont intéressantes pour nous. Donc, comme d'habitude, les humains s'intéressent beaucoup à ce qui les sert, mais s'intéressent moins aux autres. La plupart des abeilles sont solitaires. Et une très très petite partie d'espèces, c'est des espèces dites sociales qui fonctionnent avec une division du travail, vraiment quelque chose d'assez sophistiqué et qui du coup a intrigué beaucoup de philosophes, beaucoup de scientifiques, zoologues, spécialistes des insectes, etc. Ça, il faut se rappeler qu'il y a des sociétés partout, en fait. Voilà. Et que d'ailleurs, une des lois générales du vivant, c'est l'interdépendance. Benjamin en parlait tout à l'heure. Toutes ces espèces, elles ne vivent pas les unes à côté des autres dans des couloirs. Elles sont en interdépendance. Et même une partie, enfin, on se demande, dans une partie de la biologie aujourd'hui, il y a des gens qui disent, en fait, on n'arrive pas à vivre sans notre microbiote. Donc, est-ce que nous, c'est juste... nous sans les bactéries, ou est-ce que c'est nous avec les bactéries? Il y a des gens qui, aujourd'hui, soutiennent que nous sommes des holobiontes, c'est-à-dire une individualité humaine, c'est nous avec des tonnes de bactéries qui nous servent. Hein, souvent, on dit les bactéries, oh là là, c'est dangereux. Non, non, elles nous servent. Et depuis qu'il y a d'ailleurs des césariennes qui empêchent d'attraper les microbes de la mère, eh ben, les bébés sont moins protégés que quand on accouchait par voie naturelle. Donc, on se rend compte de ces choses-là, que ce microbiote, il se transmet de mère en progéniture, etc. Du coup, je suis en train de perdre le fil. Mais c'est pas grave. Mais peut-être, avant que vous repreniez le fil sur la question de faire territoire, parce que oui, c'est ça. C'était ça le sujet. J'avais l'impression, Benjamin, que vous vouliez réagir sur cette affaire de microbiote. Sur le microbiote et surtout sur l'interdépendance. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant. Si on regarde les oiseaux, vous avez tous vu des oiseaux chanter, un merle, un rouge-gorge, et on a tendance à penser qu'ils ne s'adressent qu'à ses congénères. Un rouge-gorge ne va s'adresser qu'à un rouge-gorge, un merle à un merle. Et en réalité, ce qu'on sait, mais depuis assez peu de temps finalement, c'est qu'ils s'écoutent entre eux, même entre espèces, pas forcément au sein d'une même espèce. Et l'exemple le plus criant, si vous êtes des lève-tôt, vous vous levez vers 5h, 5h30 du matin, et vous avez ce qu'on appelle le cœur de l'aube. Et à ce moment-là, vous avez tous les passereaux qui vont se mettre à chanter d'un coup. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, c'est un truc incroyable. Et si on écoute ça d'une oreille un peu pas très attentive, on a l'impression que c'est une cacophonie et que personne s'écoute et que c'est à celui qui va chanter le plus fort. Et en fait, pas du tout. On va enregistrer ça, on va regarder sur des sonogrammes, donc on va avoir des projections, des cris et des chants de tous ces oiseaux. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ils vont chanter sur des fréquences différentes. Ils vont attendre que l'autre a terminé pour lancer sa strophe. Alors ça se passe très très vite et nos oreilles d'humains sont pas très adaptées pour percevoir tout ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité,
ils s'écoutent entièrement, même quand c'est pas la même espèce. Et ça, c'est hyper important parce que c'est aussi un exemple d'interdépendance, d'écologie en fait, au sens strict du terme. C'est pas quelque chose de siloté, le rouge-gorge qui vit qu'avec le rouge-gorge, non. Tous ces passereaux, des fois c'est 10, 15, 20 espèces en même temps qui vont chanter, c'est assez fou. Mais non, ils s'écoutent. Ils font attention à ce qui se passe autour d'eux. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, peut-être très homo sapiens, de se concentrer que sur lui-même. Les autres êtres vivants ne font pas trop ça dans les territoires. Un autre exemple que je peux donner, pour ceux qui connaissent les caméras trappes, ces petits pièges photos qu'on trouve facilement maintenant dans le commerce, vous l'installez à un endroit, on avait fait ça plusieurs fois, et donc pour attirer certains mammifères, des fois on met de l'urine de loup, par exemple, quand vous voulez savoir s'il y a du loup dans le secteur, vous mettez de l'urine de loup sur un caillou au milieu d'un chemin, et s'il y a un loup dans le secteur, vous pouvez être sûr qu'il va venir uriner dessus parce qu'il va vouloir marquer son territoire. Et en fait, vous vous apercevez très rapidement que ceux qui vont renifler ce caillou, c'est pas que les loups. Il y a le renard qui va venir, il va se dire oula, c'est quoi ce truc? Donc j'ai le souvenir d'une image d'un renard qui passe comme ça, il a un lapin dans la gueule, il passe devant le caillou, il le dépasse de 1 ou 2 mètres, puis là d'un coup il s'arrête, il a senti un truc, il pose le lapin, il revient sur le caillou pour venir uriner. C'est dire le poids. Donc en fait, tous ces êtres vivants, même s'ils n'appartiennent pas à la même espèce, ils interagissent, ils communiquent entre eux. Et là, en l'occurrence, ils communiquent par l'odorat et les traces qu'ils vont laisser. Donc voilà, c'est assez important, je pense, de visualiser ça, parce qu'en tant qu'homo sapiens, je crois qu'on a du mal à se le représenter. Merci. Et donc, juste compléter sur territoire, parce que mais bien sûr. J'ai pas dit. La grosse difficulté pour l'humain, c'est qu'on est très, très plastique socialement. Même si on a des structures qui sont fondamentales et qui existent dans toutes les sociétés humaines, mais ça, on n'a pas l'habitude de le regarder parce qu'on s'intéresse qu'aux variations, qu'aux différences de sociétés, celles qui nous sautent aux yeux, en fait. Et les éléphants dans la pièce, on ne les voit pas. C'est des choses très, très importantes. Le fait qu'il y ait de la parenté dans toutes les sociétés humaines, le fait qu'il y ait des lignes de production d'artefacts dans toutes les sociétés humaines, le fait qu'il y ait de l'exogamie dans toutes les sociétés humaines, le fait qu'il y ait des conflits intergroupes dans toutes les sociétés humaines, etc., etc. Je pourrais faire une liste très longue de ça. Dans tout ça, on a varié du point de vue de la territorialité, parce qu'on a été 90% de la vie d'Homo sapiens, ça fait à peu près 300 000 ans qu'on existe, 90% c'est des sociétés de chasseurs-cueilleurs mobiles. Donc le rapport au territoire est un peu particulier. Ça ne veut pas dire, on sait que petit à petit, ces sociétés, bon, on sait qu'elles se sont beaucoup déplacées, puisque l'humain est allé partout sur Terre, ce qui est quand même assez hallucinant. Je rappelle qu'il n'y avait pas de train, il n'y avait aucun moyen de locomotion, même avec les chevaux, etc. Enfin, on ne peut même pas imaginer l'usage de l'animal, etc. Pendant très longtemps, Sapiens a marché. Et il a marché partout. Donc, déjà, le rapport au territoire, c'est particulier. Et ça s'est plus ou moins sédentarisé. Certains qu'on appelle nomades, en fait, déjà, ils changent selon la saison d'endroit, mais c'est à peu près toujours les mêmes. Donc, dès que ça commence à se sédentariser et dès qu'il y a un lien avec un territoire, là se pose la question de on ne veut pas que d'autres viennent sur notre territoire. Et alors, s'il y a de la propriété privée, comme le disait Benjamin, alors là, c'est le bouquet. Là, patouche, voilà. On ne peut pas. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Les chimpanzés, ils ont des sentinelles, ils ont de la surveillance aux frontières, ils ne laissent pas rentrer des chimpanzés d'autres groupes dans leur territoire, etc. Donc nous sommes des animaux devenus très territoriaux. On l'était moins dans le passé. Voilà ce qu'on peut dire pour Homo sapiens. D'ailleurs, une des multiples définitions qu'on donne sur ce que c'est qu'un territoire, au moins pour les oiseaux, c'est un espace qui est défendu. Il faut qu'il y ait une action de défense de cet espace. Des nids, des terriers, voilà. Oui, et puis peut-être préciser que cette affaire de sédentarisation, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est très court hein, dans l'histoire de la planète, bien sûr, et de notre espèce, mais en gros, c'est la période néolithique, donc ça varie sur les territoires, mais on va dire 12 000 ans, à peu près. C'est ça. Alors justement, je vais continuer avec vous, Bernard Lahire. Vous faites
d'ailleurs, l'ouvrage qui vient de sortir est, j'allais dire, la suite, le continuum du précédent. Et vous faites justement un raccordement entre sciences sociales et sciences de la vie, pour montrer que donc ce social humain s'inscrit dans un continuum du vivant. Et donc je voulais que vous reveniez un petit peu là-dessus, sur cette histoire de continuum du vivant. En fait, plusieurs constats. Quand on regarde dans l'histoire de très très longue durée, ce que font les biologistes évolutionnistes, on se rend compte que le social apparaît dans différents taxons du vivant. Voilà. Donc, ça veut dire que, et les biologistes évolutionnistes, immédiatement se sont demandé, mais pourquoi il y a des espèces qui restent beaucoup plus solitaires? Alors, il y a des thèses, des chercheurs qui disent aucun animal est véritablement solitaire s'il y a une partition sexuée et si alors en plus il faut s'occuper de petits, là c'est très difficile de parler d'animaux solitaires. Mais il y a des animaux, on va dire, beaucoup plus solitaires que d'autres. Et donc on voit apparaître vraiment des groupes très structurés, parfois à étages. Si vous regardez certaines sociétés de primates, il y a vraiment des petites familles qui sont ensemble, plusieurs familles, et puis qui font même des grands rassemblements quand ils dorment, parce que c'est encore plus protecteur par rapport à des prédateurs, etc. Il y a des sentinelles, il y a une division du travail, il y en a qui vont observer, voir s'il n'y a pas des dangers, ainsi de suite. Donc en fait, les biologistes évolutionnistes, comme ils ont l'habitude de faire, ils se sont rendus compte que le social était un avantage sélectif. Nous survivons mieux, pour vivre mieux, vivons groupés, quoi, grosso modo. C'est pas un appel collectiviste comme ça immédiat, mais c'est sûr que l'union fait la force. C'est sûr. Dans le vivant, c'est une constante. S'il y a eu des regroupements, c'est pour se protéger. J'évoquais la lutte contre les bactériophages pour des bactéries. Elles se mettent ensemble pour lutter contre des bactériophages. Nous avons, par exemple, les abeilles que j'évoquais tout à l'heure, il y a une seule pondeuse. Il faut se rendre compte de ça. Qui pond toute la journée et pendant plusieurs années. Toute la ruche, c'est que ses filles. Les mâles sont ailleurs. S'il y en a qui restent, ils sont tués par les sœurs, ou alors ils s'en vont d'eux-mêmes. Donc c'est une société matriarcale avec une pondeuse qu'on appelle la reine, mais qui est une pondeuse, et tout le monde s'occupe du coup. Il faut s'occuper de la progéniture. Pendant qu'elle pond, elle ne peut pas leur apporter à manger. Donc il y en a qui vont chercher à manger. Mais il faut aérer la ruche. Il faut amener de l'oxygène. Donc il y en a qui battent des ailes, etc. Et puis il faut nettoyer la ruche. Et puis, etc. Et puis il y en a qui défendent la ruche, qui font de la surveillance, parce qu'il y a des bourdons, des frelons, surtout des frelons, qui peuvent être dangereux. Mais ce sont des femelles qui surveillent la ruche. Ah oui, oui, bien sûr. Les mâles, elles sont complètement éjectées. Alors il y a ce qu'on appelle les faux bourdons, qui sont les mâles, mais qui vivent à l'extérieur, et elles vont dès qu'il y a la compétition pour désigner qui va être la reine, elle fait un vol nuptial, elle se fait féconder par plusieurs mâles, elle a une spermathèque, c'est comme ça que les éthologues le disent, elle stocke les spermes, et pendant toute la durée de sa vie, 3 ans, 4 ans, voilà, elle va produire. Donc ça veut dire qu'il y a une division du travail qui s'instaure entre toutes, pour le coup, c'est que des femelles. Et ce qui est intéressant, c'est que le social sert à ça. Donc là, vous voyez bien qu'on ne peut plus faire l'opposition nature-culture, nature-sociale. Nous, on serait social, mais pas dans la nature, etc. Non, le social est une invention de la nature. Et c'est la même chose pour la culture. La culture apparaît dans différents taxons du vivant. J'ai rappelé tout à l'heure les outils, les capacités d'apprentissage, j'en ai pas parlé, mais dans tout le vivant, tout le principe de la vie, c'est d'apprendre. Il n'y a pas une cellule qui n'apprend pas. Nos vaccins fonctionnent sur cette base. Vous allez lancer des choses qui vont alerter vos cellules qui gardent en mémoire des choses. Et dès qu'il y a le mauvais virus qui arrive, boum, elles savent faire et elles se défendent contre ce virus. Donc ça veut dire qu'on leur a appris, il y a une mémoire de la cellule, il y a un apprentissage de base, de l'habituation, etc. Bref,
Tout ça, on l'ignore en fait. La plupart du temps, on a l'impression que seul l'humain a une capacité d'apprentissage, etc. Bon, on sait quand même que nos chiens, nos chats, nos animaux domestiques, voilà. Puis on a vu du cirque où on pouvait faire des choses incroyables à des singes et tout. Donc on sait quand même qu'il y a de l'apprentissage, mais on ne sait pas que c'est dans tout le vivant, des unicellulaires aux multicellulaires, etc. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la culture et le social ne nous distinguent en rien. Et si on veut comprendre vraiment quelque chose aux sociétés humaines, il faut les comparer par rapport à des sociétés non humaines. Sinon, on n'a aucun point de comparaison. La science, c'est de la comparaison. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on n'arrête pas de traiter en sciences sociales, on n'arrive pas à les comprendre parce qu'on reste enfermé à l'intérieur de sociétés humaines. Pire que ça, la plupart du temps, on reste enfermé dans un type de société. La nôtre, société capitaliste, 21e siècle, etc. La plupart de nos étudiants en sociologie font ça. C'est le meilleur moyen de rien comprendre. Et je leur en veux pas, c'est pas eux, c'est les enseignants, hein, c'est l'état des connaissances. Mais donc il faut se rappeler que la seule manière de comprendre ce que nous sommes socialement, et franchement il y a plein de choses que nous avons, nous, en tant que société humaine, qui sont très très proches de sociétés de primates. Ils ont des hiérarchies, on a des hiérarchies. Ils ont des rapports de domination, soit mâle-femelle, soit femelle-mâle, on les a. Ils ont de l'exogamie et de l'évitement de l'inceste, on l'a. On est même un peu moins fort en évitement de l'inceste que la plupart des chimpanzés. Donc, bon, etc., etc. Donc on peut regarder les points communs. Et je rappelle que pour Freud ou pour Lévi-Strauss, le tabou de l'inceste, c'était constitutif de l'humanité. Depuis, on a appris que dans tout le vivant, on évite de se reproduire avec des proches. Donc, vous voyez, les choses tombent les unes après les autres, et il faut prendre acte de ça et comprendre qu'on ne peut pas faire de la sociologie à la grand-papa, respect pour Durkheim, mais quand même, qui a enfermé la sociologie sur les sociétés humaines. On ne comprend rien sans comparaison. Voilà. Mais ça ouvre des horizons en même temps. Ça fait des grandes perspectives. Benjamin Leknich, j'ai l'impression que vous voulez réagir. Ouais, juste sur un peu l'introduction qui était de dire la dimension solitaire des êtres vivants. Mais là aussi, je suis pas convaincu que si on réussissait à communiquer avec un renard, par exemple, et qu'on lui demande est-ce que tu es seul, qu'il nous réponde non, je suis seul. En fait, il interagit là aussi avec plein d'autres êtres vivants et donc il se perçoit probablement pas seul. Tout comme moi, quand je vis au milieu de la forêt, on dit ah ouais, tu vis seul. Bah non, il y a des cerfs, il y a des chevreuils, il y a des blaireaux, il y a des renards, il y a plein d'êtres vivants en fait. Et donc cette question de la dimension solitaire, c'est solitaire au sein de sa propre espèce, mais là aussi il y a une dimension que tu as évoquée qui est spatio-temporelle. En réalité, ça peut être solitaire pendant une période particulière de l'année ou une saison particulière. Les cycles reproductifs sont très différents selon les espèces. Il y a un ours sur lequel on a travaillé pendant quelques années qui s'appelle l'ours Isabelle, qui vit dans la chaîne de l'Himalaya. Et c'est un des mammifères terrestres qui a le taux de reproduction le plus tardif. Donc il commence à se reproduire à l'âge de 8 ans, ça rejoint ce que tu disais aussi au tout début, et qui ensuite va se reproduire tous les 5 à 7 ans. Et donc on peut imaginer que la rencontre entre un mâle et une femelle se fait extrêmement occasionnellement. Pour autant, il y a des interactions qui se font avec d'autres êtres vivants, mais qui se font aussi de manière indirecte, par les sens, par les traces olfactives, par les traces de pas. Et donc ça signe aussi une présence qui n'est pas forcément physique. Là aussi, nous, en tant qu'Homo sapiens, on a envie à chaque fois de considérer le fait qu'on est solitaire ou pas uniquement par le prisme de la vue ou de l'interaction directe. Beaucoup d'êtres vivants ont des interactions que nous, on considère comme indirectes. C'est l'autre exemple que je donnais tout à l'heure, à travers les traces d'urine, des plumes qui sont laissées à droite à gauche, et qui vont quand même signer la présence d'autres êtres vivants, donc ils le savent, et donc ils ne se considèrent pas solitaires pour autant.
Alors justement, pour poursuivre dans vos travaux respectifs, vous interrogez aussi notre espèce, mais ses évolutions, et la question de la mutation, de l'hybridation, enfin, d'une société ou de vivants en mouvement en fait continu. Et ce sujet, à un moment donné, au sein de votre livre, Benjamin Allegrini, il y a une nouvelle d'Alain Damasio qui s'appelle Immeuble Zéro, que je vous laisserai découvrir. Et l'héroïne s'appelle Jade, et elle dit quelque chose que j'ai trouvé très beau. Ce qui mue augmente les possibles du vivant, est une chance pour notre altérité, pour notre liberté d'espèce. Alors j'ai pensé au film de Thomas Caillet, Le règne animal, hein, où notre espèce est comment dire, face à des mutations. Et voilà, je voulais qu'on parle un court instant de ces questions d'hybridation, parce que vous avez parlé des bactéries tout à l'heure, hein, du continuum du vivant. Donc le mouvement, l'hybridation, la mutation, les transformations, qui sont le propre du vivant. Ouais, cette question des hybrides, moi, elle me fascine aussi. Et effectivement, au milieu du bouquin, vraiment en plein milieu, il y a une nouvelle inédite de Alain. Et l'idée, elle était multiple. Elle était à la fois de dire, et ça va rejoindre un sujet qu'on abordera à la fin, qui est ce qu'on fait à l'école des vivants, qui est aussi hybride, qui vient mélanger une dimension artistique, culturelle et scientifique. Donc il y a une dimension hybride que je voulais aussi retrouver dans le bouquin, qui soit une approche un peu naturaliste, scientifique, et puis en même temps quelque chose de plus littéraire et artistique au milieu du livre. La question de l'hybridation, elle est aussi importante pour nous en tant que biologistes, puisqu'elle vient un peu nous chatouiller sur les questions d'espèces. Vous savez que les espèces, on a une des définitions, mais il y a plein de définitions de l'espèce, qui est que normalement, elles se reproduisent qu'entre elles, et les hybrides viennent casser un peu ça. Ils viennent nous sortir de cette frontière stricte de ça c'est telle espèce, ça c'est telle espèce, et donc assez régulièrement il y a des espèces qui sont un peu des deux, donc elles viennent nous chambouler là-dessus. Et ensuite sur la question des hybrides d'une manière générale, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, et donc j'étais en train de broder pour retrouver ce que j'avais envie de dire, et je l'ai perdu. Mais c'est pas grave, mais peut-être Bernard sur cette question-là, oui. Si vous voulez retrouver un peu de sens, c'est peut-être pas avec moi, parce que moi j'oublie votre question encore même. La réponse. Alors c'est qu'elles sont mal posées. Tout le monde est fatigué. Hein. Ah oui, donc c'était. Oui, pardon. Mais sur hybride, enfin, moi c'est surtout sur mutation, ça m'intéresse. C'est qu'en fait. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, tu as retrouvé Ouais, en fait, c'était simplement de dire que. Enfin, pourquoi en fait il dit cette phrase-là, Alain, c'est qu'on a eu souvent cette discussion, c'est que quand on observe une espèce, en réalité, c'est ce qu'elle est à un instant T. Elle continue de changer, de muter en permanence. Et donc, en réalité, cette définition de l'espèce, elle n'est que valable au moment où on la regarde, puisque les mutations vont s'opérer encore pendant des milliers et des milliers d'années. Une extinction naturelle d'une espèce, c'est 5 millions d'années. Donc au moment où nous, on l'observe, elle est qu'à une partie de son cycle, et donc elle va continuer de changer. Voilà. Et globalement, sur plein d'espèces qu'on a aujourd'hui, c'est entre 1,1 et 2 millions d'années. Donc on voit qu'elle a encore du cycle, du temps à parcourir avant d'être à la fin. Alors, ce qui est intéressant pour un sociologue ou un chercheur en sciences sociales plus généralement, c'est qu'en fait, il y a aussi un continuum dans la mutation. Les espèces ne cessent de changer, évidemment. Ça, c'est le principe Darwin. Sélection naturelle, ceux qui n'ont pas les bonnes propriétés, alors ça c'est des gènes, les gènes c'est quand même du solide, il faut qu'il y ait des centaines de milliers de morts avant que l'espèce se resserre autour des bonnes propriétés, et encore si l'environnement n'a pas changé entre-temps et que la pression sélective n'est plus la même, donc ça brouille les choses. C'est pour ça que l'histoire de l'évolution des espèces par sélection naturelle, c'est sur de la très très longue durée. C'est des temps géologiques. Bon. D'ailleurs, il s'est appuyé sur la géologie, Darwin, pour penser ça. Donc c'est de la sélection comme nous faisons de la sélection artificielle des chevaux, des chiens, etc. Mais sur du très très long terme et avec aucun domesticateur. Il n'y a pas une grande main qui choisit, etc. Non, c'est la pression sélective qui fait ça. Donc là, il y a déjà un changement par cette longue, et ça demande beaucoup de temps. C'est des millions d'années plutôt que des années, évidemment, hein, ou des centaines d'années, ou milliers d'années.
La deuxième chose, c'est la mutation. La mutation, ça va beaucoup plus vite. On n'arrête pas de muter. Nous, on a muté à plusieurs reprises. On est capable de passer devant un feu de bois parce qu'on a maîtrisé le feu et qu'il fallait bien supporter ça. Les gens devaient mourir, en fait, assez rapidement. Au tout début, où ils ont maîtrisé le feu, où ils étaient trop proches des feux de bois, on n'était pas fait pour ça. De même, on a une lactase qui permet de digérer le lactose, etc. Il y a des peuples entiers, plutôt en Asie, qui ont toujours cette allergie. Normalement, on n'est pas fait pour boire du lait ou consommer d'ailleurs des produits laitiers après sevrage. C'est impossible au départ. Et nous avons quand même, parce que nous avons été des peuples d'éleveurs, en prenant le lait des brebis, etc., etc. Du coup, on a muté. Et la mutation, ça va beaucoup plus vite que la sélection naturelle. Et puis il y a encore autre chose. Il y a de l'expression épigénétique. On découvre, alors ça c'est un grand chantier à l'heure actuelle, des choses qui montrent que très rapidement, en fait, quelqu'un qui a, par l'environnement, et souvent un environnement culturel, des réactions particulières, par exemple une dépression, une personne qui est dépressive, elle va avoir une expression épigénétique, c'est-à-dire le gène ne change pas, mais son expression change, et le problème, c'est que ça se transmet d'une génération à l'autre. Ça veut dire que les enfants, quelle que soit la qualité, le confort, la tranquillité de leur contexte, ont de fortes probabilités, dès le moindre problème, d'être dépressifs. Et c'est lié à l'histoire de leur propre mère qui l'a transmis par expression épigénétique, alors que c'était en grande partie culturelle. On peut être dépressif pour des raisons professionnelles, pour des raisons... parce qu'on vit dans une société qui risque d'avoir le Rassemblement national, par exemple, des choses comme ça. Je vous donne des exemples parfaitement imaginés. Et donc, on a une plus grande rapidité. Et on voit bien que dans l'histoire du vivant, la culture, ça arrive comme un moyen encore plus rapide. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'évolution culturelle transforme beaucoup plus rapidement, permet de s'adapter beaucoup plus rapidement à l'environnement, au changement de l'environnement, et que, par exemple, l'exemple du vaccin que je prends depuis tout à l'heure est un signe de ça. C'est-à-dire que si on n'avait pas de vaccin, la sélection naturelle aurait tué tous ceux qui ne supportent pas. On sait très bien qu'il y avait des gens qui étaient asymptomatiques et d'autres qui ont terminé en réa et qui sont morts. Donc, si on n'a pas de vaccin, le vaccin c'est un élément culturel, hein, vous attendez que tous ceux qui n'ont pas les bonnes propriétés génétiques meurent. Ça se resserre autour de cette population jusqu'au moment où ils n'ont pas les bonnes propriétés parce qu'il y a un autre virus qui arrive. Et donc, on est attaqué en permanence. Voilà. Et qu'a rajouté le vaccin, qui est une création culturelle, c'est la possibilité. On a vu, il a fallu 1 an et demi, je ne sais plus, pour avoir les premiers vaccins, ce qui est énorme. C'est très très rapide dans l'histoire. On aurait pu aller beaucoup plus vite si on avait fait confiance aux chercheurs, notamment en France, qui travaillaient sur le sujet, et à qui on a dit on n'a plus les moyens, et pendant 20 ans, ils ont arrêté de travailler sur le coronavirus. Résultat, c'est pas nous qui avons trouvé les vaccins. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous voyez on voit bien que le vaccin, c'est une réponse culturelle beaucoup plus rapide, et donc il y a une course en fait permanente entre les enjeux de l'environnement, les enjeux, et en grande partie c'est nous qui avons contribué à détruire cet environnement, et les solutions qu'on peut leur apporter culturellement, c'est-à-dire au sens large, ça peut être politique, technique, technologique, scientifique, médicaux, etc. Donc la mutation, c'est quelque chose qui est dans tout le vivant, mais qui prend une dimension très particulière avec ce moyen culturel dans l'espèce humaine. Oui. Oui, et tu as raison de dire que c'est quelque chose qui peut être extrêmement rapide. Là aussi, on ne savait pas vraiment, on observait cette question de l'épigénétique, je pense que vous le connaissez tous à peu près, ces questions-là, mais on le voyait par exemple sur des populations d'écureuils qui naissaient dans des endroits où il y avait des prédateurs, donc par exemple un rapace qui est susceptible de les manger. Et donc ce qu'on voyait, c'est que les jeunes qui naissaient dans ces endroits-là étaient beaucoup plus alertes. Et en fait, ce qui se
se passait, c'est que la mère, par le stress, envoyait cette information qui se retrouvait d'un point de vue épigénétique justement, et donc les jeunes étaient en capacité d'éviter ou de se protéger plus rapidement. Et là maintenant, grâce à des techniques moléculaires, on est capable pas seulement de l'observer comme ça, mais vraiment de le regarder au niveau du génome, de regarder certaines parties qui vont muter très très rapidement et qu'on va pouvoir observer et confirmer ces éléments-là. Donc effectivement, c'est là où moi je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Bernard, c'est voilà, comment les éléments sociologiques et culturels à un moment donné vont modifier notre patrimoine génétique, puisqu'on sait que c'est ce qui va se transmettre de manière héréditaire ensuite et s'inscrire dans des lignées et dans des temps plus longs en réalité. C'est une trace. Une nouvelle fois, c'est encore une fois une trace. C'est encore une fois une trace. On va terminer en terminant la boucle en fait de cette conversation sur cette question de faire école qui vous préoccupe tous les deux. On l'a à peine abordé. Donc Benjamin Allegrini, vous avez fondé, je le disais, avec Alain Damasio, l'école des vivants. Bernard Lahire, on a parlé de l'Institut de sciences sociales du Vécan. Qu'est-ce qui vous amène chacun à ces reformulations finalement, à se poser non seulement de la question, mais en même temps à activer des choses nouvelles? Ouais, pour ce qui me concerne, sur l'école des vivants, ça vient très clairement d'une idée de Baptiste Morisot qui avait fait un article dans Socialterre que vous avez peut-être lu sur où il disait en gros il faut qu'on recrée une culture du vivant. C'est-à-dire que tout comme on a une culture de la gastronomie, on a une culture du rock, du jazz ou du vin en France, il faut qu'on ait cette culture du vivant. Il faut qu'à table, dans les repas de famille, on parle d'autre chose que d'Homo sapiens. Parce que cette question de la culture du vivant, elle est directement corrélée à la culture des luttes et que finalement, on n'arrivera pas et on ne défendra pas le vivant non humain si on n'a pas cette culture-là. Et on le voit d'ailleurs, on est en train de se détacher, on se coupe de cette expérience avec les non-humains. C'est très documenté, encore cette année, un article scientifique assez récent qui montre que dans les 25 pays les plus industrialisés, les gens se déclarent entre 40% et 60%, particulièrement chez les jeunes, totalement déconnectés des non-humains. Donc il y avait cette idée de recréer cette expérience avec le vivant pour cette culture. Et donc ce que dit Baptiste aussi, c'est que pour recréer cette culture du vivant, il faut à la fois introduire la dimension scientifique et naturaliste, ce que moi je faisais, ce que j'ai toujours fait dans ma carrière, mais que c'est pas suffisant, et qu'il fallait mêler une dimension artistique, culturelle et politique, et pas forcément au sens politicien, mais au sens pluriel, au sens de la cité. Et c'est ça qu'on essaye de faire à l'école des vivants, c'est ce croisement de ces trois grands pôles, en invoquant à chaque fois quatre grandes idées, donner des concepts aux gens qui viennent sur le lieu, des affects, qu'est-ce qu'on va ressentir, des percepts, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer un petit peu au départ, si vous vous mettez à la place d'une chauve-souris, ou qu'est-ce qu'elle ressent, ça c'est pour ceux qui ont lu Deleuze, c'est l'exemple avec la tique, qui symbolise assez bien, et ensuite une narration, une histoire autour de ça. Et donc pour y arriver, en fait, on a acheté un lieu qui est à Sisteron, donc dans les Alpes de Haute-Provence. On est à 1300 mètres d'altitude, il y a un peu plus de 50 hectares de terrain autour. Et donc on y fait des stages où on va venir à chaque fois conjuguer ces trois points-là que j'ai évoqués tout à l'heure. On a cité Vinciane Després, par exemple, un des stages que je fais avec elle, et ça va être très concret pour que vous compreniez ce qu'on fait. On fait ça avec Vinciane et une autre personne qui s'appelle Floriane, donc on est tous les trois. Et on est sur la base du livre qu'elle a écrit qui s'appelle Habiter en oiseau. Donc qu'est-ce que c'est que de faire territoire? Et donc moi j'interviens dans ce stage-là pour faire l'ornithologue de base. C'est quoi observer les oiseaux, comment on les écoute, etc. Et où je raconte que... Donc il se lève à 5h du matin, j'imagine. Voilà, on se lève. Alors ça, c'est un des exercices. On se lève à 5h, c'est une grande découverte. Pour ceux qui voudraient y aller ou ouais, bien sûr. Et
Ouais. Moi, je suis pour. Et où, par exemple, je raconte que voilà, si les oiseaux ils chantent, c'est parce que le mâle il veut séduire la femelle. Donc je suis sur une vision très biologique et évolutionniste des choses. Et puis Vinciane intervient, et je caricature un peu, hein, bien sûr ça se fait sur une semaine, en disant mais peut-être que si les oiseaux chantent, c'est pour leur propre plaisir. Donc là, on vient introduire une dimension philosophique à tout ça. Et puis avec Floriane, qui est une spécialiste de l'acoustique, qui fait des podcasts, qui enregistre les chants d'oiseaux et d'animaux pour des films, etc. On vient créer une expérience auditive et assez rapidement, les stagiaires se rendent compte que tout l'enjeu, c'est pas d'observer les oiseaux, mais c'est de les écouter et qu'il y a un autre environnement, un autre percept qui est important chez les oiseaux, qui est celui de l'environnement sonore. Et donc on switch progressivement autour de ça. Et donc globalement, au travers de tout un tas d'exercices, d'ateliers, on vient introduire cette culture du vivant que Baptiste Morisot a appelé dans son écrit et qu'on vient mettre en application sur ce lieu. Donc voilà, c'est une bâtisse. On a ensuite une scope qui gère en fait le lieu, qui s'appelle une ZEST. Donc c'est une zone d'expérimentation sociale terrestre et enchantée. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Alain Damasio, vous reconnaîtrez la touche. Vous voyez bien que ça vient de lui, hein, ça, faut pas lui enlever. Et donc voilà ce qu'on fait sur cet endroit, en plus d'accueillir assez régulièrement des mouvements militants sur le lieu. Mais sinon, c'est principalement des stages. Je vous remercie. Et donc, vous... Ce sera plus rapide et beaucoup plus austère, hein. Même si on n'est pas obligé de se lever à 5 heures. En fait, j'essaye de tirer les conséquences de mes derniers travaux de recherche en essayant de monter un institut, j'appelle ça comme ça, parce que moi, mon modèle, c'est l'Institut des hautes études scientifiques à Bure-sur-Yvette, dans la région parisienne, qui a été créé dans les années 60, je crois, ou 50 et quelques, bon bref, peu importe, par un type qui s'appelait René Mochan, qui était amoureux de la physique, des mathématiques, etc., et qui avait beaucoup d'argent, et qui a créé cet institut pour des grands chercheurs en mathématiques d'abord, deux personnes en l'occurrence très importantes, qui étaient Alexandre Grothendieck, qui a du coup eu après toute une histoire écologique, d'écologie radicale, etc., mais qui est le plus grand mathématicien du XXe et même au XXIe siècle, la marque de Grothendieck est toujours là en mathématiques partout dans le monde. Bref, ils ont créé cet institut pour que des gens puissent se consacrer entièrement en faisant séminaire, c'est-à-dire avec la possibilité pour des gens, quels qu'ils soient, de venir écouter ça et de cumuler un certain nombre de savoirs pour... alors là, en l'occurrence, pour nous, Institut social du vivant, ce serait chercher une petite unité avec très peu de membres, mais possibilité d'invitation de l'étranger ou de France, mais de disciplines très très différentes. Parce qu'on a besoin de mettre en relation systématique ces disciplines qui séparent les problèmes, alors qu'au contraire, moi ce que j'ai essayé de montrer dans mes livres, c'est que si on sépare les problèmes, on ne les comprend pas, parce que la solution elle est ailleurs que là où on la cherche. Et donc, j'essaye de créer ça avec beaucoup de difficultés, parce que je cherche avec des fondations, avec des... Bon, il faut dire que je suis très mauvais sur ces questions-là, donc voilà. Ça demande beaucoup plus de temps, et je suis très amateur, mais le CNRS n'a plus de moyens, c'est désastreux. Et déjà, moi j'ai quitté l'ENS grâce au CNRS qui m'a accueilli, ce qui se fait rarement. Ça faisait 28 ans que j'enseignais à l'université puis à l'ENS de Lyon. Je suis passé au CNRS, qui est déjà miraculeux, mais ils estiment qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire pour moi, alors qu'en fait, on a besoin de 4-5 postes et de travailler vraiment sur des points qui sont cruciaux, de mon point de vue, pour l'humanité. Je le dis comme ça, hein, parce que je crois que c'est très important de produire ces savoirs-là à plusieurs, avec des gens très motivés. On n'a pas besoin d'être très très nombreux.
et on peut changer beaucoup de choses. Donc je disais c'est plus austère parce que c'est vraiment une affaire strictement scientifique, mais à mon avis, ça a des conséquences majeures socialement, plus généralement. Voilà, donc je cherche, il y a des entrepreneurs dans la salle. You're welcome. Et puis si vous invitez des oiseaux à la table ou des renards, ce sera peut-être moins austère. En tout cas, je vous remercie infiniment tous les deux. Je terminerai par un tout petit mot pour dire qu'en matière de transition, plutôt que de regarder du côté de la contrainte, les efforts, les sacrifices, les coûts supplémentaires, regardons les bénéfices possibles. La qualité de vie, l'emploi local, la santé, l'indépendance énergétique, je ne pense que ça pourrait être beaucoup plus loin. En bref, les communautés d'acteurs réunis autour de projets tels que celui de l'école de la résilience, mais les vôtres, hein, bien sûr, on fait le choix d'agir, même imparfaitement, dans un système imparfait. Et donc, je nous remercie collectivement de cet effort. Merci à tous d'être là. Nous sommes contraints par des horaires. Si nos invités ont la gentillesse de se prêter à l'exercice de la dédicace, ça vous permettra d'avoir pour certains des questions plus interpersonnelles. Je vous remercie infiniment à tous.